Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission sportive consacrée exclusivement au comité olympique et sportif tchadien qui traverse des turbulences, cette crise de gouvernance, division interne, plusieurs interrogations sur la responsabilité de nos athlètes. Autant de défis qui interpellent l'ensemble du mouvement sportif national. Ce soir, nous tenterons d'apporter quelques éclairages à travers un échange franc et constructif avec nos invités, dont j'ai l'honneur de les présenter. M. Mbaye Diksem Sadok, chef desk sport et culture Electron TV. Bonsoir et bienvenue à Electron TV. Bonsoir M. Philbert. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bonsoir au coach. Merci. Notre deuxième invité est M. Doigt des Services. Je l'appelle affectueusement Lucio, mon coach, des coachs, mes consultants sportifs. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon EG, M. Philbert. Bonsoir mon co-panéliste. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et j'espère que nous aurons à traiter autant de points qui sont polémiques à l'ordre du jour de notre jour. Et le président du bureau provisoire de COSC, Yamita Hassan Tete, qui a promis d'être de notre à désister à la dernière minute pour des impératifs indépendants de sa volonté. Cela ne tienne, nous allons ensemble analyser les origines de la crise, les défis actuels, mais aussi quelques avis sur le fonctionnement de ce comité olympique. Je commence avec le coach Lucio. Quelle analyse faites-vous de cette crise qui traverse le COS? Merci M. Oumana de l'opportunité de me prononcer sur cette polémique qui a tant duré. Lors de l'avant-dernière émission, je pense que nous l'avons souligné. Déjà, sur le plan technique, c'est les athlètes, les entraîneurs, qui sais-je encore, qui perdent en termes de travail préparé pour des compétitions internationales. Aujourd'hui, il y a une compétition qui devait avoir lieu à Dakar au Sénégal. Mais malheureusement, nos athlètes ne peuvent pas y prendre part. Il y a encore la zone 4 de taekwondo dont le Tchad devait abriter ici, à domicile. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas décisif. La compétition aura lieu ou non, nous n'en savons rien. Et pourquoi c'est là? C'est à cause du fait qu'il y a polémique entre une entité, des fédérations, regroupées en titre soi-disant COS provisoire, et puis le COS permanent élu qui est là, qui essaye de dire non, nous sommes encore là, nous avons notre mandat qui court jusqu'aux élections. Et ça fait que c'est les athlètes et les entraîneurs, beaucoup plus les techniciens, que nous sommes, qui perdons en termes de tout, en termes d'énergie, en termes de préparation, en termes de moyens financiers et tout. Nous sommes en train de mordre la poussière pour des égos, pour des polémiques qui ne devaient même pas avoir lieu si c'est dans un pays où nous avons des instances. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème juridique, le problème juridique de toute discipline sportive doit être traité par le tribunal arbitral du sport. En aucun cas, la justice d'un pays ne peut se prononcer. Nous avons une page, un document de 26 pages qui est appelé la charte du sport. Mais avec 26 pages, on ne peut pas traiter toutes les disciplines sportives. Nous en avons assez. Mais avec 26 pages, ça veut dire, une partie, on peut faire sortir un contexte dans le test et dire que c'est ça qui est applicable. Alors que ça devait être un test dans son ensemble qui devait être raisonné. Mais malheureusement, nous sommes en train de vaciller de part et d'autre. Aujourd'hui, c'est la Fédération tchadienne de football. Hier, c'était la Fédération tchadienne de football. Aujourd'hui, c'est le COS, la mère de toutes les disciplines sportives, qui est dans cette mer. Nous ne savons pas à quel sens nous devons... Alors, où se situe exactement le problème de votre analyse? Est-ce que vous avez su un peu ce qui se passe autour de... C'est un problème d'intérêt économique. Cela remonte à un budget non justifié de 169 millions de francs CFA par l'ancienne équipe qui n'a pas pu être solvable lors de leur dernier mandat au niveau d'une banque de la place. C'est là où tous les problèmes ont commencé. Après une assemblée, les différentes fédérations étant réunies se sont dit clairement que tant que cette somme n'a pas été justifiée, l'équipe qui est sortante doit justifier cela. Et aujourd'hui, l'équipe qui est en place au niveau du COS dit que non, il faut que cela soit justifié. Et ça fait que si cela doit être justifié, ça doit être remboursable. Au cas contraire, juridiquement, les personnes qui étaient à la tête de la chose doivent être poursuivies. Oui. Et ça fait que aujourd'hui,
d'une manière financière, ils n'ont pas les moyens peut-être pour les justifier, pour les rembourser. Ça fait qu'ils mettent tous les moyens jusqu'à aller casser même des portes pour se faire sortir des documents ci et là et dire bon. Donc voilà, c'est un problème économique non remboursable des anciens comités qui étaient Monsieur Sadok, vous qui êtes le responsable de ce sport, vous les avez côtoyés un peu. Est-ce que vous avez quelques avis, quelques analyses à faire d'une manière générale sur cette crise? Ok, merci beaucoup pour l'opportunité de m'exprimer sur le comité olympique tchadien qui vit une crise d'intérêt économique. La dernière fois, moi-même, en tant que journaliste, je suis allé faire un reportage et je suis allé même interroger le bureau provisoire dirigé par Yamita Hassana, qui avait expliqué le but même de ce conflit entre les deux fédérations. Il a expliqué que le problème était à la justice pour un intérêt personnel. Il avait dit que l'actuel bureau dirigé par le général Dokoni Adiker ne voulait pas se céder. Alors, sur ce point, à mon avis, moi je pense que les deux camps se battent pour un intérêt économique. Alors, ils se battent pour un intérêt économique, mais en l'interrogeant, qu'est-ce que tu retiens de cela? Provisoirement, c'est lui qui doit assurer. Ça, c'est selon la loi de la justice, ou bien c'était... il a été imposé par qui? Selon la loi de justice, la justice a tranché le problème et a remis les clés provisoirement pour que le bureau exécutif dirigé par Yamita Hassana exerce en attendant pour les élections, pour l'AG qui aura lieu d'ici le 2 novembre. Alors, coach, juridiquement, je ne pense pas que c'est la justice qui doit se prononcer. Oui. Je viens de parler de TAS. Oui. C'est là où on devrait envoyer le problème pour que, d'une manière juridique, le problème doit être tranché. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous en train de dire que le problème est d'intérêt économique. Et du fait que ça soit économique, il faut que les deux camps puissent s'asseoir et trouver une solution. À défaut de ça, aujourd'hui, le comité international olympique est là. Il est en train de travailler avec l'actuel bureau qui est en place, qui aura son âge d'ici le 2 novembre, comme vous venez de le dire. C'est avec ce comité que le bureau exécutif international est en train de travailler. En aucun cas, le bureau provisoire n'a été rappelé un jour par rapport à l'autre. Donc, ça fait que c'est deux poids, deux mesures dans un pays où tout est permis, mais tout est interdit à un moment. À un moment, tout doit être interdit aussi. Est-ce que le Tchad ne court pas un risque de sanction encore? Moi, je pense que c'est ça la question. Est-ce que nous ne courons pas un risque à un niveau international? Oui, parce que d'ici bientôt, nous aurons les JO à Londres, je pense. Oui. Effectivement. Mais si nous n'avons pas un comité olympique, où est-ce que nos athlètes iront faire les stages pour affronter ces compétitions et être qualifiés pour les compétitions? Aujourd'hui, nous avons des athlètes dans le discipline sportif qui sont qualifiés à un niveau international, qui ont la chance de travailler et être qualifiés au niveau des JO. Mais ces problèmes risquent de nous endommager, risquent de nous caler dans ces qualifications parce que nos athlètes n'auront pas la chance de prendre part à des stages internationaux comme Bethel et autres. Voilà, au tir à l'arc, nous avons des stades. Dernièrement, il y a la fille qui était en Algérie qui a fait les prouesses. Oui. Ils doivent avoir des structures internationales de haut niveau pour se préparer. Malheureusement, ce problème est en train de nous amener dans une tombe, on dirait. Moi, je pense que si ce problème n'arrive pas, le ministère du tutelle ou soit la fédération n'arrive pas à trouver une solution définitive à ce problème, nous risquerons d'être sanctionnés par le comité. Et c'est pourquoi j'ai dit au début de l'émission que c'est les athlètes et les entraîneurs qui perdent en tout, en énergie, en réflexion, et pour ne pas participer à des compétitions. Alors, que font réellement les responsables de ces différentes disciplines? Est-ce qu'eux aussi sont départagés entre les deux camps? Dans tes reportages, est-ce que tu as suivi cela? Ou bien, quels ont été les motifs? Les motifs, selon les deux camps, puisque je l'avais dit tantôt dans mon intervention, le président provisoire avait dit qu'il a essayé avec le bureau actuel de trouver une solution idoine à ce problème. Mais le président actuel du COST ne voulait pas entendre.
Il ne voulait pas entendre. Mais qu'est-ce que lui, il pense trouver comme solution? Je ne sais pas, devant cette situation où le mandat est en train d'aller vers presque sa fin et on peut encore chercher une solution alternative. Malheureusement, il nous a promis d'être là, mais à la dernière minute, il n'est pas là, donc on ne connaît pas les raisons. Néanmoins, c'est un sérieux problème qui touche le sport tchadien rapidement. Avant d'aborder autre point, coach Lucio, est-ce que oui, mais avez-vous des recommandations ou bien qu'est-ce que vous pouvez dire mes derniers mots sont les suivants. C'est un problème qui risque de nous pénaliser parce qu'aujourd'hui, si le cost dans un pays normal, dans un pays, s'il n'y a pas le cost opérationnel, aucun problème de discipline dans d'autres fédérations ne peut être résolu. Donc, tout de suite, nous avons l'urgence de résoudre ce problème. Au-delà de la justice, nous avons les personnalités très bien classées à la présidence qui s'occupent du sport, qui sont là. Les responsables du sport à la présidence peuvent s'accaparer de ces problèmes. Autant que, à chaque fois que les anciens ont des problèmes, le cabinet de la présidence les accueille pour résoudre ce problème, doit, au même titre de ces syndicats, appeler les deux camps, les écouter, qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne où tout va vite. Nous avons l'urgence de présenter nos athlètes dans des compétitions africaines, les Jeux africains, les Jeux olympiques et autres. Nous voulons que nos athlètes soient là. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ce problème soit résolu? Il faut que le cabinet de la présidence, spécialisé dans le sport, puisse appeler ces deux cas, les deux camps, les écouter, et puis trouver une solution le plus vite possible. Parce que là, ça c'est répétitif et ça va de long à large. Normalement, les plateaux du sport doivent avoir au quotidien ces deux camps pour les écouter au fur et à mesure qu'ils s'expriment. Voilà. On devait maintenant, normalement, analyser et comprendre le vrai problème. Mais lorsque nous ne sommes pas directement liés à ces problèmes, nous ne saurons jamais où est le vrai problème, à part l'aspect économique des deux camps soulèvent. Nous ne pourrons jamais le savoir. Sur le COS, le chef desk, est-ce que vous avez un élément comme proposition ou solution à proposer avant qu'on puisse revenir sur la crise d'une des disciplines, le football, où l'un des vice-présidents de la Ligue de N'Djamena a été suspendu. Est-ce que vous avez eu des échos et qu'est-ce qui ne marche pas autour de cette discipline? Mais je vous donne la parole par rapport au COS avant de revenir. Oui, ce que je suggère, je demande aux deux camps de se réunir et trouver une solution définitive à ce problème pour que nos athlètes aillent à la compétition pour d'autres éventuels sportifs. Merci. Il faut que la solution soit trouvée, malgré que le football ou bien nos disciplines, le COS doit être jugé ou bien ces problèmes seront clarifiés que par la TAS qui était comité. Mais malheureusement, c'est la justice tchadienne qui s'est prononcée. On ne sait pas les en dessous. Cela nous tient. Nous voudrions bien revenir prochainement sur cette crise qui traverse notre sport national. L'une des disciplines peine aussi à se démarrer à cause des problèmes internes, qui a vu aussi la suspension d'un des vice-présidents de la Ligue tchadienne de football, commune de N'Djamena. Vous, en tant que coach, qu'est-ce que vous avez retenu de ce problème? C'est encore une autre polémique qui est sur la table et ça ne finit pas dans le milieu footballistique. Aujourd'hui, nous traversons presque 6 ans. 6 ans de cela où il y a les problèmes entre les acteurs du football au niveau de la Fédé. Il y a quelques mois de cela, 5-6 mois, nous avons la chance d'avoir un bureau exécutif qui est déjà en place, qui travaille et qui travaille bien. Sauf qu'il y a un autre problème qui est au niveau des TAS à propos de ces comités olympiques dont le verdict tarde à tomber. Aujourd'hui, en interne, ça ne finit pas de se déchirer parce que tel appartient à tel groupe, tel ne m'a pas soutenu pendant les élections. Et tel ne fait pas partie de mon clan. Et puis, ça fait que les problèmes ne finissent pas. Le vice-président Rama, qui a été suspendu il y a quelques jours, nous avons eu vent de sa suspension, avec des motifs très lourds, je dis bien, parce que
dire qu'il dilapide ou bien il vend de ses secrets de l'équipe nationale à des fédérations sœurs africaines. Je ne sais pas quelles sont les preuves. On en demandera assez, mais je ne pense pas qu'on en aura ces preuves. Donc, c'est des problèmes qui continuent à ternir l'image du football et du sport en général. Et c'est pourquoi tout de suite je disais que si le COS était là, il devait appeler les deux camps. Parce qu'aujourd'hui, la Ligue de football de N'Djamena, c'est une ligue phare de toutes les provinces du Tchad. C'est elle qui organise le meilleur championnat du football. C'est elle qui envoie ses meilleurs représentants représenter le Tchad dans les compétitions internationales. Et si aujourd'hui, le vice-président est suspendu pour 4 ans, sachant bien que le président titulaire, qui est M. Adèche, au niveau de la fédération, comme conseiller principal du président de la fédération, ça veut dire que ce poste restera vacant. Donc ça fait que, est-ce que nous aurons encore un meilleur championnat cette année, vu que le vice-président est automatiquement suspendu pour 4 ans, mais jusqu'à preuve de contraire, après 7 jours, à ma connaissance, il n'a pas été désigné un autre vice-président à sa place. Et le championnat, c'est le 18. Aujourd'hui, il y a une assemblée générale qui vient de se passer. Est-ce que nous aurons encore un meilleur championnat à l'absence de ces vice-championnats que nous connaissons tous, travailleurs, assidus à ce qu'il fait. Donc, ça fait que c'est une polémique de trop. Et ça risque d'entraver encore notre football pour la saison qui commence. En tant que chef desk, est-ce que vous vous êtes rapproché pour avoir un peu des éclaircissements sur cette crise et si vous l'avez, évoquez-nous en bref quelques raisons évoquées. Oui, sinon, en temps réel, nous n'avons pas... Je suis entré en contact avec le vice-président, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu au téléphone pour avoir d'amples explications sur sa suspension de la Ligue provinciale d'N'Djamena. Et moi, je pense que ça va être un problème d'intérêt, comme nous l'avons souligné. Ça va être un problème d'intérêt économique. Chacun cherche sa position au niveau de la Ligue. Et si on doit chercher la position à chaque fois, est-ce que ça aide nos disciplines? Non, moi je voudrais recadrer ou retracer l'historique du polémique. C'est qu'au lendemain des élections exécutives de la Fédé, M. Adèche, qui figure dans la liste du président actuel, M. Taïroulé, est déjà au service du football au niveau national. Ça veut dire qu'il doit passer la main à son second, qui est aujourd'hui M. Rama. Normalement, c'est ça la logique. Après 14 jours, juridiquement, ça doit se passer. Sauf que cela n'a pas été fait. 1 mois, 2 mois, plusieurs mois après, nous sommes à une phase d'un nouveau championnat. Effectivement, c'est un problème d'intérêt économique où Rama connaît trop. Ou bien il en a trop de ses secrets économiques. Comment est-ce que ça se sert au début de saison, fin de saison, comment est-ce qu'on se dispatche, les enveloppes, autres. Il en connaît trop. Et s'il doit rester à l'ombre de celui-là pendant que l'autre au niveau de la Fédé en train de se miroiter dans des calculs économiques et que lui doit rester ici, travailler à la fin, encore, c'est le partager à égal, ça va rester un problème. On l'a fait la saison passée, même si tu n'étais pas là, je dois travailler et qu'à la fin, on va se partager à égal. Cette saison, puisque tu es de l'autre côté, il faut que la décision soit officielle. Tu pars, tu me laisses la main, je gère, et à la fin, les enveloppes nous reviennent avec les autres. Parce que je vous assure, et je vous dis, à titre informatif, très secret, la mairie de N'Djamena subventionne la Ligue à des millions de francs CFA. Et ces millions doivent, à temps réel, être donnés à des clubs affiliés à la Ligue de football de N'Djamena pour équiper son club, équiper les joueurs, payer quelques contrats. C'est beaucoup de millions dont je n'ai pas de preuves et je ne peux pas me prononcer du coup. Mais je vous assure que c'est beaucoup de millions. Aujourd'hui, de l'autre côté, en étant à la Fédé, si seulement il doit rester là-bas, ça veut dire que c'est son vice-président qui va garder tous ces portefeuilles de ces millions. Vous voyez un peu? Oui. Mais maintenant, il faut que nous trouvions le moyen de le faire partie. Et pendant ce temps, en étant même à la fédération, c'est lui qu'on va amener va rester à notre service. Alors, et là, pendant ce temps, la mairie doit donner les subventions des banques, les subventions de tous ces sponsors. À la fin de la saison, on va se dispatcher les enveloppes. Et pendant ce temps, c'est les clubs qui courent à travers qu'est-ce qu'on va dire, des quêtes et autres, pour payer les contrats des joueurs, la récupération, les coachs et autres. Mais à la fin, sortir avec une enveloppe de 5 millions, par exemple, et l'export, il a fini champion pour une enveloppe de 5 millions. Alors qu'on va te dire clairement qu'ils ont dépensé au moins 50 millions, rien que pour le football de N'Djamena. Ascolom, dont moi je suis l'entraîneur principal, pour avoir fini champion de cette division, nous n'avons pas moins dépensé 18 millions. Pour combien de francs? Pour 2 millions de francs, c'est pas d'enveloppe.
Mais pendant ce temps, il y a des subventions qui devaient être déjà à d'emblée remettre au club pour faire déjà la pré-saison et puis attendre peut-être la force des présidents et puis continuer la saison. Mais du coup, on n'en a rien reçu. Nous continuons à travailler sous le soleil, sous la pluie, sous le vent et tout ça. Mais pendant ce temps, les gens commencent. Ils se mangent les doigts à notre sueur. Vous voyez un peu, c'est ça le problème. C'est un problème économique, c'est un problème d'intérêt économique qui doit être tranché. Simplement. Merci. Sado, tu as un mot à ajouter par rapport à cela, sinon nous allons passer à autre. Je me pose la question, avec ces mentalités, où le sport tchadien risque de perdre sa crédibilité sur le plan national. Et comme le coach l'a souligné, c'est un problème d'intérêt économique. Chacun cherche à avoir son gain quelque part. Donc, il va falloir que le président de la Fédération tchadienne de football, l'association, essaye de revoir ce problème et il faut qu'on trouve une solution pour que le football tchadien aille de l'avant. Mais il y a une question qui me vient en tête. Les sponsors, est-ce qu'ils finiront par se retirer du moment où, jusque-là, on n'arrive pas à trouver une solution, que ce soit au niveau de COS, tout comme au niveau de... Tel que c'est parti, les sponsors vont se retirer. Oui. Parce qu'ils ne s'attendent pas, les sponsors vont se retirer. Tel que la c'est des relations aussi, les sponsors, c'est des relations. relations. Par exemple, aujourd'hui, la maison concurrente, cette info, qui retransmet quelquefois le championnat national, le championnat de N'Djamena, c'est avec une relation que ces personnes mettent à leur service tous ces moyens pour retransmettre. Est-ce que cette chaîne télévision acceptera de retransmettre en post-saison? Ce sont des questions. Mais est-ce que juridiquement, parce que si on voit à la base ou bien à la fin de ces tests, c'est signé par le président de la fédération qui suspend un vice-président d'une ligue. Parce que juridiquement aussi, c'est le président de la ligue qui élit le président de la fédération. Oui. Mais pendant ce temps, est-ce que le président de la fédération a mandat de suspendre celui qui l'a élu? Non, je ne pense pas. Peut-être ça va être un camp. Voilà, voilà tout le problème. Normalement, c'est les responsables des clubs qui doivent se prononcer sur parce que c'est géré par le club de N'Djamena. Oui. C'est à eux de se prononcer parce que tel monsieur ne fait pas le boulot que nous le demandons. On le destitue parce qu'il fait ceci, il fait ceci. Mais avec les motifs qu'ils ont donnés, moi je ne pense pas en aucun cas que le président de la fédération puisse prendre une décision contre un membre de la Ligue. Non, c'est impossible. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission. Nous allons sans plus tarder parler de la trêve internationale d'où nos SAO font partie. Doivent livrer 2 matchs successifs le 8 et le 12 octobre à partir de la semaine prochaine. Avant de parler un peu de préparatifs, nous allons repartir au niveau de la régie pour suivre quelques éléments proposés par notre desk sport sur ces préparatifs, la technique. Il vous souviendra que l'entraîneur national du Tchad, Raoul Savoué, a dévoilé la liste de son équipe pour les matchs du 8 et 13 octobre contre le Mali et la République centrafricaine. Parmi les joueurs retenus pour ces matchs, un nom a retenu notre attention. Celui de Mwandil Madi Marius, cet ex-joueur de Toumaï FC de Doba devenu international, a quitté le rang des SAO depuis un certain temps. Mais celui-ci a reconsidéré sa position contre toute attente, montrant ainsi un geste fort pour la mère patrie. Marius est allé au-dessus de toutes les considérations et a montré aux yeux du monde sportif un fair play prédominateur. Le retour de celui-ci est salué par l'ensemble des Tchadiens qui attendent désormais un exploit. L'entraîneur Raoul Savoué va se saisir du retour de Marius pour avoir des résultats escomptés. Eu égard à la longue attente d'une victoire à une phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Tchadiennes et les Tchadiens retiennent leur souffle et espèrent avoir 2 victoires des SAO lors de ces 2 prochains matchs. En attendant, nous souhaitons un bon retour à Marius parmi les siens et bon match aux 11 national. Le reportage de l'Electron Télévision, coach, quelles sont vos analyses à chaud par rapport à ce reportage, le retour de Marius, mais il y a des absences qu'il faut aussi noter. Est-ce qu'il est temps encore de changer
Marius progresse pour être rappelé, comme nous l'avions dit la dernière fois, vous-même vous l'avez évoqué, que s'il y a une progression parfaitement, beaucoup vont revenir. Donc, est-ce qu'il y a une progression de son côté, plus particulièrement avant de revenir sur les autres? Oui, c'est un bon retour. C'est un bon retour du point de vue technique. Parce que si vous vous rappelez, dans le système du jeu de l'entraîneur, il évolue en 4-2-3-1. En 4-2-3-1, lors des dernières sorties, des dernières trêves internationales, il a dû sortir un attaquant, un excentré, Haroun Chaouna, qui évoluait beaucoup plus sur le côté pour le ramener dans un pointe, se bagarrer entre 60-75 minutes avant de faire entrer le petit Hilaire. Donc, si aujourd'hui Marius avait son statut de professionnel dans un championnat relevé européen qui est le championnat turc, il fait des beaux jours, il joue la Conference League. S'il revient, ça veut dire que cette place sera vraiment occupée par sa gabarit, par ce qu'il sait faire en pointe, parce qu'on joue en un seul pointe avec des milieux offensifs qui jouent à la fois le rôle défensif et offensif. Donc lui, en étant en pointe, il va beaucoup apporter en sachant garder la balle, obliger les deux, et quoi et l'autre, de remonter, et puis on entre, on attaque. Donc c'est un très bon retour, surtout avec son profil. Dans ce poste, il va apporter beaucoup. Sauf que vous avez souligné aussi les absents qui soulagent. Pour moi, ces absents soulagent franchement parce que aujourd'hui, la dernière fois lors de notre émission, nous avons parlé de la présence de Alambatna qui était en train, gardien titulaire, mais aujourd'hui revient au banc touche. Cette pression ne donne pas la quiétude à celui qui est passé de deuxième, peut-être troisième, directement au rang de titulaire. Ça reste une pression pour celui-ci. Mais aujourd'hui, si Alambatna ne vient pas en sélection, ça lui libère l'espace, ça le confirme à ses postes de titulaire, sauf qu'ils se disent aussi, sauf que Jourdain doit se dire tout de suite que je suis confirmé, je dois faire la différence. Lors de notre dernier match contre Madagascar, toutes les fois que le bal a été cadré, 3 fois, ça a été un but. Cette fois-ci, il doit faire la différence. Parce qu'il a déjà le statut de numéro 1. Il est parti de troisième, de deuxième, aujourd'hui il est devenu titulaire. Et il est rappelé sans que son ancien titulaire ne soit là sur le banc. Donc il n'a pas la pression, il doit se sentir libre, mais il doit faire la différence. Parce que toutes les fois que les balles partent cadrées et que ce soit un but, il va éviter cette chose pour se dire que je suis là, je dois rester le numéro 1 le plus longtemps que possible, comme Iker Casillas l'a fait avec le Real Madrid, avec l'équipe espagnole. Tant que je suis en jambes, je dois rester là. Il va se fixer des objectifs et faire la différence. Eric Bagasso, étant capitaine de du dernier rassemblement, n'a pas été appelé. Je ne sais pas pourquoi, les raisons n'ont pas été évoquées. Les raisons apportées parce qu'il est sans club. Il est sans club, oui. Ça peut être. Mais les récentes préparations physiques, il a été en jambes. Sauf que moi, je trouve sa dernière apparition, lors de 2 matchs très, très, très moyens, il ne parvenait pas à faire des passes lucides. Oui. Il se bagarrait trop avec la balle. Il n'était pas juste dans les décisions de donner ou de garder. Donc, si ça n'a pas donné, en août, c'est normal qu'il ne puisse pas revenir. Mais ceux qui sont à sa place doivent être tout de suite à jour, faire le meilleur pour garder cette place. Nous avons aussi la présence des internationaux qui ont servi au Cameroun dans les catégories U20 et autres qui ont accepté de venir. Aujourd'hui, pourquoi et quoi arrive dans notre tanière et s'exprime comme quelqu'un qui connaît déjà la tanière? C'est parce qu'il a eu la chance de faire les U17 ivoiriens, les U20 ivoiriens, les U23 ivoiriens. Et tant que vous avez cette chance de participer dans autant de compétitions, vous n'avez pas le stress comme celui qui a quitté tout de suite un championnat de notre capitale et intégré l'équipe nationale. Cette pression, vous n'en avez pas. Parce que vous avez connu le haut niveau, parce que vous avez connu les matchs internationaux et que une pression devant un public, pour vous, ça ne vous dit rien. Et tout de suite, le gars s'est démarqué lors de son premier match, il a fait ce qu'il faut, il a marqué le but décisif qui nous a rendu fiers de notre identité tchadienne. Et puis voilà, aujourd'hui, il est revenu. Nous voulons que tous ceux qui viennent d'être appelés, ayant déjà goûté à ce haut niveau, puissent apporter la main. Moi, je m'en fous de dire, ils sont des binationaux, ils ne connaissent pas la réalité de notre pays ou autre. Mais tout de suite, si nous voulons vraiment faire la différence, préparer pour mieux se préparer et attaquer la prochaine Coupe d'Afrique à venir, il faut que ces binationaux, ceux qui ont accepté de changer la nationalité à venir, puissent avoir cette chance de jouer ces 2 derniers matchs
qui leur servirait de tremplin et attaquer mieux les préparatifs à venir. Merci pour cette analyse d'une manière particulière, bien détaillée. En tant que coach, il connaît bien le milieu. Mais vous aussi, en tant que responsable d'ESC, quelle analyse faites-vous de ce retour de Marius, mais aussi des absences des autres qui étaient là dans le camp et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas eu la chance d'être retenus? Ok, merci beaucoup. Pour le cas de Marius Mandjilmadi, vous rappelez sur les réseaux sociaux, il y a un an déjà, Marius a écrit sur sa page Facebook sa mise en retraite de l'équipe nationale pour des raisons, des conditions qui ne sont pas convaincues. Et si aujourd'hui le ministère de tutelle et la Fédération tchadienne de football association et l'équipe, le staff de coach Raoul Savoy ont décidé de faire appel à Marius Mandjilmadi de venir jouer avec les SAO, c'est une très bonne chose. Puisque Marius a évoqué des raisons, la statut des joueurs, l'encadrement des joueurs, et le statut professionnel des joueurs et le bon encadrement des joueurs. Toutes ces conditions, Marius a revendiqué. Et si le staff technique a répondu présent et a accepté les négociations, qu'ils soient les bienvenus dans l'équipe nationale. Il va revenir dans l'équipe nationale. Est-ce que ces conditions sont réunies? Et l'absence des autres, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? L'absence des autres, comme le coach l'avait dit tout à l'heure, prenons le cas d'Eric Mbangoussoum, que ces deux prestations, deux confrontations entre le Ghana, il n'a pas été très lucide avec des passes, donc le coach a jugé utile de faire remplacer. Est-ce que c'est un manque de confiance aussi, ou bien, coach, comme vous l'avez déjà analysé au début, je pense qu'à 2 matchs, est-ce qu'on peut déjà faire la rotation, ou bien comme c'est aussi un truc très difficile pour vous les coachs quand il faut retenir 24 parmi une soixantaine des joueurs, c'est pas facile. Non, peut-être qu'il a trouvé un profil assez mieux parce que, rappelez-vous, Raoul est en train de mettre sur pied une équipe qui à la longue doit rester compétitive. Il a déjà observé Marius, il a observé Eric Bakassoum, et qui est son capitaine bien sûr. Il a observé en 2 matchs. Et pourquoi pas faire venir un autre, le donner la chance parce qu'il n'a que 24 places. 24 places, peut-être 24 billets d'avion plus son staff et autres, il doit l'économiser en fait. Donc le fait de laisser à Eric Bakassoum, qui est déjà sans club aussi, parce que quelquefois il a dit, lui ne recrute pas des gens qui n'ont pas des joueurs qui n'ont pas de club. Donc il reste sur son principe, tout en restant en garde, en observant Eric de l'autre côté. S'il trouve un club, il connaît déjà le profil, le travail que Eric peut faire dans son équipe, tout de suite pour le faire revenir. Mais par contre, celui-ci qui est nouveau, qui ne lui a pas peut-être testé sur son système de jeu, c'est l'occasion de le faire jouer parce que, rappelez-vous, c'est la dernière journée des qualifications Coupe du Monde. Nous jouons le Mali, nous jouons la RCA et le Mali. Après cela, c'est des autres événements qui vont venir, la qualification de la Coupe d'Afrique, la qualification d'une autre Coupe du Monde qui viendra. Nous n'aurons pas le temps encore de tester les joueurs. Donc pour lui, c'est sa dernière fenêtre FIFA qui le permettra de faire tester ce qu'il n'a pas vu et ceux qui ont sollicité peut-être la nationalité tchadienne, c'est de le faire savoir. Maintenant, la question que je me suis posée ce matin, est-ce que ces joueurs qui, d'un matin, ont décidé de représenter le Tchad dans des compétitions internationales, ont fini la procédure de leur naturalisation tchadienne? C'est ça qui est le problème qui reste vraiment à se poser. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le cas, on peut gagner, en avoir peut-être. Parce que plus on gagne des matchs, on a la chance d'être replacé dans le classement FIFA. Mais on pourra arriver à gagner peut-être la RCA, faire un nul avec le Mali chez nous, nous aurons 4 points, ce qui nous permettra de progresser dans le classement FIFA. Mais si tout de suite, dans les procédures juridiques, ces joueurs n'arriveraient pas à finir les procédures d'association, tout de suite les points seront retirés et nous allons faire du surplace. C'est là où moi je pose la question. C'était arrivé à quelques pays qui ont été suspendus. Le Sénégal contre la RDC, le premier reste là sur le penchant. Oui. Le vertigineux jusque-là pas tombé, je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, c'est un problème qui reste penchant jusqu'à ce jour. Alors, c'est la RDC qui a porté plainte. Oui, effectivement, pour la naturalisation d'un joueur qui n'a pas fini cette procédure de
de sa nationalité sénégalaise. Alors, en termes de préparatifs, faire un match contre le Mali, pensez-vous qu'on peut, l'équipe de Savoie peut s'en sortir victorieuse? Moi, je pense qu'avec les 24 retenus pour les 2 matchs, je pense que l'équipe de Savoie peut faire même. Pourquoi pas faire gagner le Mali ici? Avec cet effectif, je pense que l'équipe de Savoie peut faire quand même un match. Le Mali a été tenu en échec aussi, ou bien a gagné. A été tenu en échec par Madagascar, mais a fini par gagner après. Coach, vous, en tant que vous qui avez observé le Grand Mali et comparativement au Mali actuel, est-ce qu'on peut oser dire qu'on aura la victoire? Oui, c'est possible, avec la force du 12e joueur. Vous savez pourquoi nous avons embêté ou bien nous avons pu obtenir le match nul contre le Ghana lors du dernier match? C'est la force du 12e joueur. Nous étions là. Qui était le public. Qui était le public. Nous étions là sur le gradin, vents et moulins. Nous avons tout donné et nous avons soulevé le public dans les 5 dernières minutes pour aller chercher ce but égalisateur. Et c'est cette force et cette capacité que nous en avons, si et seulement si nous remplissons les stades à cette date du 8 octobre, nous pouvons le faire. Parce qu'aucun club au monde, je vous assure, aucun club au monde, aucune équipe, aucune sélection au monde ne peut résister à la pression adverse, si c'est à la pression du public adverse. Si ce public est debout comme un solo, parce que imaginez-vous, nous avons donné moins de 100 places aux représentants ghanéens. Tout était tchadien. Et on était là, on a poussé l'équipe et on a cru, et puis ça a donné. La possession était presque 70% ghanéens, mais à la fin, ils n'ont pas gagné. Et cette force, si nous en avons et que nous puissions le mettre en place contre le Mali, contre les RCA, moi je pense que sur les 6 points, nous pouvons arracher les 3 points. Et contre le Mali, nous pouvons gagner. Surtout que ceux qui viennent pour renforcer cet effectif, ils ont un objectif. Ils ne viendront pas pour la première fois pour perdre. Jamais du tout. Et le message clair que moi je voudrais donner est que notre domicile doit être un domicile sacré. En aucun cas on doit perdre un match à domicile. On ne peut pas perdre un match à domicile, ça c'est le souhait de tous les Tchadiens. Et nous espérons que ce 8 devant les Aigles du Mali, les Sao doivent vraiment mouiller leur maillot. Mais selon quelques observateurs, Marius était plusieurs fois titulaire, un neuf qui n'a jamais marqué. Vous, mais dans quel système? Moi je voudrais arriver. Oui. Moi j'ai suivi tous ceux qui ont coaché Marius dans le système qu'il joue. Imaginez Haroun, avec son profil d'excentré, a joué comme attaquant de pointe. Ce qu'il a apporté, c'est qu'il y a longtemps, nous n'avons pas vu un attaquant de pointe apporter. Parce qu'il joue dans un système. Et si vous jouez dans un système organisé, méthodiquement, vous avez cette chance d'avoir une occasion de tirer au but. Pourquoi il marque en Europe et pourquoi il ne peut pas marquer chez nous? Il est encadré par qui? Il est encadré comment? C'est ça le problème qu'on va se poser. Mais aujourd'hui, le staff de l'Avon fait un très bon travail qui donne la chance à tout le monde d'avoir la chance de jouer dans son temps fort. Moi, j'ai suivi le match Côte d'Ivoire contre le Tchad à Yaoundé, je pense, où nous étions menés, mais toutes les parties, c'est la Côte d'Ivoire qui a joué 90 minutes. Alors que dans le football moderne, en aucun cas, peu importe le niveau de l'équipe, il aura son temps fort. Mais malheureusement, dans ce match, nous n'avons pas notre temps fort, alors que c'est un football moderne. Ça dépend du niveau de l'entraîneur que nous avons à ce moment et à cette période. Mais Dieu merci, nous avons vu les 2 derniers matchs. On a pu marquer contre le Madagascar. Et ils ont pu revenir. Mais ce n'est pas tard. On a fait match nul contre l'autre. Donc, le staff technique qui est en place a une idée claire de son jeu. L'idée claire de son jeu, c'est qu'on va attaquer comme ça, on va défendre comme ça. Et puis, tout le monde est resté concentré par rapport à c'est méthodique. Et ça n'arrivera pas à donner. Donc, il aura beau faire, mais ne soyez pas surpris qu'il va faire la différence lors de notre prochain, parce que dans le système qu'il joue, c'est différent de ce que de toutes les fois qu'il a joué. Espérons que ça change positivement, puisque avec Ninga, les gens ne les ont pas laissés à cause de leur ego dans l'équipe nationale. Mais je vais rebondir aussi sur Ninga. La dernière fois que Ninga a commencé avec Renaissance Football Club, il a été dirigé par des techniciens qui avaient un projet de jeu. À la personne de Trégoat, accompagnés par la direction technique, ils avaient un projet de jeu clair. Ils sont allés
Ninga était meilleur buteur de ce match. C'est là où il a commencé son aventure avec l'équipe nationale. Mais plus tard, est-ce que c'est ce même staff? Est-ce que c'est la même vision du staff qui accompagne? Non plus, non plus. Il aura beau faire 10 matchs. Aujourd'hui, moi, je vous fais savoir, je suis un enseignant à la base, avant d'être entraîneur. Si un parent vous confie son enfant, de l'encadrer, à la fin de l'année, du premier trimestre, du second semestre, l'enfant fait du surplace, et vous, l'enseignant, vous serez fier de dire non, l'enfant ne connaît rien, mais c'est vous le problème. C'est l'enseignant qui est le problème, c'est pas l'enfant. Parce que logiquement, le papa sait que dans la tête de l'enfant, c'est vierge. C'est votre responsabilité d'y mettre des choses dedans pour que l'enfant devienne quelque chose dans la société, il connaisse quelque chose par rapport à son niveau actuel. C'est ça votre responsabilité en tant qu'enseignant d'abord. Et c'est exactement le cas de notre sélection. On amène des joueurs que nous savons que si celui-là, je le présélectionne ou bien je le sélectionne, voilà ce que je mettrai à sa disposition pour qu'il me donne tel résultat. C'est en fonction de ça qu'on sélectionne un joueur. On ne le prend pas parce qu'il fait beau, de l'autre côté, il va venir faire la même chose. Non. De l'autre côté, s'il fait beau parce qu'il y a un projet de jeu pour lui, c'est pourquoi il fait ses résultats. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on met comme projet de jeu pour lui? Rien. On lui demande de faire de la même chose de l'autre côté. Il ne faudra pas le faire. Avec quel joueur? Avec quelle complicité? Avec quel système de jeu aussi? Les conditions ne sont pas réunies. Effectivement, c'est ça le problème pour vous. Oui. Est-ce que vous avez encore quelques commentaires à faire par rapport à ce match, ces deux matchs? Vous, en tant que responsable d'ESC, est-ce que vous avez des observations comparativement aux deux matchs passés et surtout le dernier match où les Sao ont mené avant d'être rattrapés et ensuite prendre défaite devant Madagascar? Qu'est-ce qui ne marche pas quand vous avez observé le match ou bien quand vous avez suivi de près ce match? Le problème est que l'attaque, on a un sérieux problème au niveau de l'attaque. Et le match contre le Ghana, j'étais là présent, il y a un problème sérieux au niveau de l'attaque. Et là, c'est là amené le staff technique de Raoul Savoy de faire un petit reménage. De faire appel à Marius Mandilmadi et Haroun Tchaouna de venir un peu progresser l'attaque, puisque la défense et le milieu le travaillaient. Donc avec ces deux résultats obtenus lors du match, Madagascar et puis le Ghana, nous pouvons faire mieux avec le Mali et la RCA le 18 octobre. Ce coach était aussi l'un des coachs de la RCA qui a fini par rompre son contrat et devant la RCA, ça serait un grand duel. Ça serait certainement un grand duel parce qu'il connaît la maison, la maison des Centrafricains. Ils s'y connaissent. Il s'y connaît un tout petit peu parce qu'il a servi à la Centrafrique 2 ans où il est allé faire nul contre l'Égypte. Il a vraiment mis de la base en Égypte, en Centrafrique. Donc ça reste un challenge pour lui parce que ça va rester un challenge du fait qu'il a été mis à la porte. Il va venir prouver qu'il a pris une équipe de la dernière place qu'il veut amener quelque part. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de points compte concrètement la Centrafrique. La Centrafrique est légèrement devant 5 points. Devant 5 points. Donc ça veut dire qu'en 2 matchs, si nous prenons 4 points, nous serons à égalité des points. Donc c'est ça son défi. Mais notre premier grand défi, ce n'est pas seulement le Mali, c'est de battre la Centrafrique. Parce qu'elle a commencé comme nous, du néant, par cet entraîneur. Il est quelque part, aujourd'hui il est vénéré, on parle avec respect à son nom. Et avec ces mêmes statuts, il peut faire avec le Tchad, du néant, il peut amener le Tchad à ses 5 points et puis espérer prendre l'avant-dernière place, qui est considérable aussi et qui est représentatif pour notre pays. Donc c'est un challenge pour lui. Et je pense qu'il connaît bien la maison, surtout pour un entraîneur qui vient de quitter un club à un autre lorsqu'il se trouve. C'est l'équipe dont il a quitté qui a plus peur que l'équipe où il commençait. Mesdames et messieurs, nous finissons avec la trêve internationale qui concerne les Sao que nous espérons bien d'ici les voir le 8 face aux Aigles du Mali. Avant de finaliser notre émission, nous allons faire un tour sur les championnats européens pour quelques 2 à 3 minutes. Je commence avec Sadok. Vous avez suivi de près deuxième journée de Ligue des Champions, mais aussi le championnat européen. Qu'est-ce qui vous a retenu de plus parmi ces deux? Le championnat européen, c'est un championnat qui est très intéressant. C'est un championnat qui est très compétitif. Il y a beaucoup d'équipes qui sont là. Il y a beaucoup de clubs qui sont là. Il y a beaucoup de
les deuxièmes journées de la Ligue des Champions. J'ai même suivi le match qui a opposé le Paris Saint-Germain face au Barça. C'était vraiment un match impeccable. Le Barça veut coûte à coûte dominer le jeu, mais les Parisiens ont autorisé leur jeu pour gagner le Barça. C'est vraiment un match exceptionnel. C'est un match exceptionnel pour vous. Coach, est-ce que c'est un problème, vous en tant que technicien, est-ce que c'est un problème, comme vous l'avez dit, Enrique a connu Barça avant d'aller. Cela aussi est un avantage pour lui de mieux maîtriser ou bien se donner trop d'espoir pour les Barcelonais qui sont passés à côté. Bon, en suivant le championnat européen, je voudrais rester dans votre question. En suivant le championnat européen, il y a des faits qui ont marqué déjà le début de saison. Nous sommes à presque 5, 6, 7e journée. Effectivement, donc il y a des faits qui ont marqué déjà cette saison européenne. À savoir la déroute du Grand Real Madrid face à Atlético Madrid. Oui. Voilà, nous avons pris Manita. Quand je dis non, ça veut dire que moi je suis... Ah, tu es madrilène. Nous avons pris Manita 5-2. Mais de quelle manière? Je voudrais rebondir sur cet aspect avant de revenir. Oui, merci, allez-y. Très bien. Donc, nous avons Xavi Alonso qui est un jeune coach, un nouveau coach de l'équipe nationale, de l'équipe Real Madrid, qui a fait un sans faute en 5 journées. Et le premier grand test qui devait l'opposer à Atlético Madrid, il a composé une équipe avec un Bellingham qui revenait du blessure. C'était la première erreur. Il ne fallait pas faire ça parce qu'en 4-3-3, il était plus meilleur que revenir avec Bellingham et décaler directement Arda Güler qui n'est pas du profil excentré de l'autre côté. Et comment il a animé sa défense? Lorsque nous avons Simeone qui a pris tout le temps d'analyser le Real Madrid dans son système de jeu, il a mis le 4-4-2. Le 4-4-2, ça veut dire qu'il joue en pointe avec un Sorloth et puis l'Argentin qui a marqué le coup franc. Il joue en pointe avec 2 attaquants de pointe de classe mondiale, très redoutables en jeu de tête. Maintenant, quand on anime un 4-3-3 face à un 4-4-2, ça veut dire que lorsque la balle est du latéral droit, le latéral gauche devient un défenseur central. Et ça crée ce surnombre pour que ça reste en un contre un avec les 2 attaquants de pointe. Et puis l'autre reste un électron libre pour lui la trajectoire de balle est anticipée. Vous avez vu le premier but de Charlotte? Le coup franc venait du quartier de Carvajal, des côtés de Caraes, alors que Carvajal n'a pas pris la peine de venir comme 3e défenseur central. Alors qu'il n'avait pas un excentré à son côté. Et de la même manière, le deuxième but est aussi de la tête. Car notre jeune défenseur central, de la même manière, il a été mangé, avalé carrément par un coup de tête qui a fallu. Le deuxième but qui a été non seulement annulé, mais le 3e but venu aussi de la tête. Donc du coup, nous avons pris 3 buts de la tête dans la petite surface que faisait Courtois pendant tout ce temps. Donc, ça a été très mal animé. Un 4-3-3 face à un 4-4-2, ça ne doit pas être animé comme ça d'une manière défensive. J'ai été vraiment désolé, même si mon petit niveau ne me permet pas de critiquer ces entraîneurs, mais c'est vraiment désolant de prendre ces buts. Oui, et la barrière, où la règle était très claire, lorsqu'il y a une barrière, l'adversaire doit rester à 1 mètre. Et pendant ce temps, la VAR est restée là applaudissant le but parce que le coup franc était excellent. Alors que la barrière supplémentaire de AT est venu carrément s'effondrer dans l'autre côté. Le coup franc doit être rejoué. Et le penalty où Goulart met le pied pour sauter la balle et l'action du pied amène à toucher la tête, il met penalty sans toutefois. Donc ça fait que c'est des erreurs arbitrales, mais ça reste une leçon à prendre parce que tactiquement nous n'avons pas été en place. Oui, et pour cette fois-ci, L'Oréal n'était pas en forme devant l'Atlético Madrid. Non, plus jamais. On n'a jamais pris 5-0 contre l'Atlético. Et ce soir, on joue encore un match capital contre Villarreal. Et Villarreal, nous connaissons tous que c'est Villarreal, mais à domicile, nous avons la chance parce que c'est à domicile. Nous aurons la chance peut-être de nous racheter face à Sorloth. Et je voudrais rebondir sur le match le match phare de la Ligue des Champions. PSG contre le FC Barcelone. Déjà, la fausse information que Luis Enrique a envoyé à tout le monde qu'il a Dembélé blessé, il a qui s'est blessé, il a tout. Et Barcelone avait la grosse tête. Ils ont enchaîné assez de matchs victorieux à domicile. Ils pensaient que ça va être la même chose. Mais c'est un match automate-tactique. Un match automate-tactique du fait que Luis Enrique a pris le temps d'analyser systématiquement le plan de jeu à la mi-temps. Et Barcelone, cette saison, il a gagné tous ses matchs à partir des 75 minutes de jeu.
tous ces matchs du championnat comme en Ligue des Champions, il a gagné en Ligue des Champions contre Newcastle. Il a gagné à partir de 75 minutes. Et en 75 minutes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un Lewandowski en présence de Ferran Torres avec des excentrés qui amènent des centres et ça les amène des buts. Sauf que dans ces matchs contre PSG, c'est que Luis Enrique n'a pas passé du regard. Il a simplement compris qu'à la deuxième mi-temps, et surtout à partir de 75 mi-temps, à 75 minutes, c'est là il devait mettre la pression. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait entrer un latéral gauche supplémentaire qui a bloqué Lamine Yamal en présence de Mendes, qui devait normalement, Lamine Yamal qui amenait souvent de ces centres-là, on l'a bloqué. Pas de mouvement offensif, pas de centre. Et Koundé, qui créait le surnombre offensif en amenant des frappes, des centres, on l'a bloqué. Était carrément de ce côté, était carrément neutralisé. Et du coup, c'est devenu du 50-50 parce qu'ils sont à l'extérieur. Et la passe du Grasse est arrivée par Vitinha qui a placé la passe, presque une passe décisive à Hakimi, et Hakimi a donné à l'autre. Et puis c'est le Portugais. Et puis il a marqué le but décisif. Oui. Mais c'est un match automatique. Et les deux coachs ont réfléchi, sauf que l'un a réfléchi plus que l'autre dans les dernières minutes. Et ça a fait la différence. Et nous avons assisté à un très bon match de Ligue des Champions. Merci pour votre analyse très pointue. Est-ce que vous avez un mot à ajouter, comme nous sommes arrivés presque à la fin? Sinon, nous donnons ce temps de carton. Est-ce que vous avez un carton à donner? Carton vert pour ceux qui font bien, rouge pour ceux que tu penses qu'ils doivent encore mieux faire. C'est le temps de carton. Ok, merci beaucoup. Moi, je donne carton vert au ministère de la Jeunesse et du Sport et à la Fédération tchadienne de football association et le staff technique du côté Raoul Savoy d'avoir fait recours à nos internationaux pour les prochaines échéances du match Mali et la RCA. Merci, M. Sadok. J'espère bien qu'en tant que responsable desk, vous allez suivre pour qu'à la prochaine fois, nous ayons toutes les informations après les deux matchs pour en parler aisément et les aider à mieux faire. Nous sommes là pour apporter notre pierre de contribution. Coach, votre carton? Carton vert à Ousmane Dembélé. J'aurais dû être à l'émission la semaine passée. Pour le faire, malheureusement, je n'ai pas pu être là. Comme Benzema, c'est le seul ballon d'or qui a redoré le blason du football et du ballon d'or en même temps, parce que depuis quelques années, ce titre a été contesté et vilipendé par beaucoup de personnes. Heureusement qu'il est venu et France Football a compris que c'est urgent de redorer ces blasons, et en le donnant, aujourd'hui, le ballon football peut être un peu respecté parce qu'ils ont donné à la personne qui mérite. Si c'était à Lamine Yamal, ça allait être encore mais le refus de Real de participer Bon, le Real est dans son rôle de se faire respecter aujourd'hui. Même si le Real est absent, ça reste le plus grand club d'Europe. Il doit avoir ses statuts d'être respecté normalement. Donc, je ne me mêle pas à ça, mais je voudrais rester dans la fête pour féliciter Dembélé, Luis Enrique, qui reste déjà un coach de classe, qui continue à le faire, et puis tout le Paris Saint-Germain, parce que cette saison, Paris Saint-Germain est le meilleur club d'Europe. Oui. Dembélé, considéré comme africain, hein, les gens le classent après George Weah, et deuxième africain, à cause de sa peau, alors que c'est français. Mais si nous comptons par rapport à leur origine, on a Zidane, tout comme Karim Benzema. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Actu Sport de ce 4 octobre 2025. Nous remercions nos deux invités, M. Sadok, chef de sport. Et à l'émission Actu Sport. Oui. Et nous osons croire que prochainement vous serez de temps en temps auprès de coach Lucio, qui est notre consultant maison. Merci, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Sur ce, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et la victoire revient au Sao le 8 et le 12 octobre prochain. Merci. Electron TV, la vision du futur. Electron TV, la chaîne citoyenne, la vision du futur.